Certains sont devenus chercheuses ou chercheurs, et d'autres ont suivi une toute autre voie. Dans ce podcast, nous donnons la parole à des personnes qui ont eu le même cursus au sein de l'Université de Strasbourg, mais qui ont choisi des voies différentes. Vous écoutez Portrait croisé, un podcast de l'Université de Strasbourg, produit par le réseau Alumni. Dans cet épisode, vous entendrez Julien Fray et Antoine Goujon. Le premier est devenu responsable de développement dans le secteur privé, l'autre est devenu maître de conférence à l'Université d'Angers. Tous deux ont fait un doctorat à la faculté de chimie de l'Université de Strasbourg. Si vous étiez une molécule, ce serait laquelle ? Sans prétention, le photosystème 2. C'est une super protéine qui est présente dans les algues, les plantes, etc. et qui a révolutionné en fait la vie sur Terre parce que c'est la protéine qui est à l'origine de l'oxygène dans l'atmosphère. Est-ce que c'est de la triche si je dis une molécule qui n'existe pas encore? Je me vois pas être une molécule parce que le but du jeu, c'est toujours d'être excité par la prochaine qu'on veut faire et je trouverais ça ennuyeux d'être juste une molécule. Si vous étiez un chimiste célèbre ou qui vous a marqué, ce serait qui ? J'aime pas trop mettre les personnes sur un piédestal de façon générale. Il faut toujours se dire que le plus impressionnant, il est encore à découvrir. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des chimistes qui m'impressionnent maintenant, mais c'est un truc qui est constamment évolutif en fait. On pose les briques constamment d'un édifice, donc on verra pas trop la tête à la fin, quoi. Et du coup, j'ai du mal à idolâtrer une brique en particulier. Pour moi, la chimie, c'est du Lego. En fait, on assemble des briques et derrière les briques, il y a une fonction. Si on comprend bien la fonction qu'on essaye d'avoir, on arrive à concevoir un Lego qui répond aux besoins. Il y avait un chimiste qui m'a vraiment marqué à l'époque où je faisais de la recherche, c'était Makoto Fujita, donc un professeur japonais qui faisait de la chimie d'assemblage, comme on la connaît un peu à Strasbourg, mais qui faisait des choses vraiment avec beaucoup d'élégance et c'était chouette. Si vous étiez une question non résolue de votre discipline, ce serait laquelle ? Alors moi, j'ai pas de discipline à proprement parler. Enfin, en tout cas, je suis chimiste à la base, mais ce faisant, j'ai fait plein d'autres choses. J'ai pas une question en particulier qui me taraude. J'en aurais une grande générale que j'adresse en fait à tout le monde. C'est quel est l'avenir industriel de l'Europe et au-delà de son avenir industriel, de son avenir intellectuel. On va se prendre un mur, je pense, dans quelques dizaines d'années. Là, il y a peut-être un enjeu très important. On commence à faire des équivalents de nos briques de base avec des molécules biosourcées, par exemple, qui viennent de la dégradation de la biomasse ou des choses comme ça. Mais pour l'instant, on se repose énormément sur, d'un côté, des sous-produits de la pétrochimie et de l'autre côté, qu'on assemble souvent en utilisant des catalyseurs à base de métaux très précieux et peu disponibles dans la croûte terrestre. Donc peut-être que la grande question qui concerne beaucoup de chimistes, c'est comment on va arriver à garder tous les outils qu'on a synthétiques pour faire toutes les molécules auxquelles on pense, tout notre arsenal de réactions, mais à le transposer dans un contexte de durabilité, avec un certain respect pour l'environnement, etc. Paradoxalement, c'est un problème que la chimie crée, auquel seule la chimie peut répondre. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Je m'appelle Julien Fray, j'ai 44 ans. J'ai grandi en Moselle, à Sarrebourg exactement. Je viens d'une famille modeste. Mon papa était bûcheron et maman est restée à la maison pour s'occuper de ses 3 garçons. Donc rien ne me prédisposait vraiment à faire de grandes études, ce qui ne m'a pas empêché de me lancer dans la chimie il y a déjà très très longtemps maintenant. Bien, je m'appelle Antoine Goujon, je suis enseignant-chercheur, donc maître de conférence au laboratoire Moltec Anjou à l'Université d'Angers. Pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours ? Donc j'ai effectué ma thèse à l'université de Strasbourg, dans le laboratoire du professeur Nicolas Giussepone. C'est la même université où j'ai obtenu mon master avant. Je suis ensuite parti à Genève pour faire mon stage de recherche postdoctorale dans le laboratoire du professeur Stéphane Mathil. Et ensuite, j'ai passé un concours pour être enseignant-chercheur. C'est comme ça que j'ai atterri à l'université d'Angers. J'ai fait des études de chimie, alors plus par défaut que par vocation, pour être très honnête. Je savais pas trop quoi faire de ma vie. Je suis allé jusqu'au doctorat, comme quoi tout peut arriver. Après avoir conclu mon doctorat, je suis allé aux États-Unis, où je suis resté presque 3 ans. J'ai trouvé en fait un domaine qui faisait la synthèse de tout ce que je savais faire, qui s'appelle l'électronique organique. Donc j'ai eu l'opportunité de travailler là-bas sur ces sujets-là dans le cadre de projets européens, avant de réellement intégrer l'industrie de l'électronique organique en allant en Allemagne, dans une société qui s'appelle Novalet. Professionnellement, c'était super, c'était génial, je me suis vraiment éclaté. Ce qui a provoqué le changement, c'était plutôt le mal du pays. Et donc j'ai eu l'opportunité de rejoindre une structure pan-européenne d'innovation qui s'appelle l'EIT et donc de contribuer à l'émergence d'une filière des batteries en Europe. Et à la suite de ça, j'ai rejoint Arkema où j'ai pris la direction du développement des matériaux pour les batteries et l'énergie d'une manière générale.
Donc, qu'est-ce qui a provoqué l'envie de quitter le monde de l'académie pour aller dans l'industrie ? C'est une conjonction de choses. La première, c'est qu'à l'époque où la question se posait pour moi, j'avais pas la sensation de trouver l'idée géniale, révolutionnaire, qui porterait ma carrière pendant X années. Donc, je voyais pas d'entrée facile. Et en parallèle de ça, la routine du chercheur, à savoir, je fais de la bibliographie, après, je vais demander du financement, je vais faire mon projet et je vais rédiger une publi. C'était un train-train qui commençait à me fatiguer. Je trouvais trop restrictif et je me voyais pas faire ça, en fait, pendant 40 ans. Qu'est-ce qui vous a le plus servi dans votre parcours académique ou professionnel ? Une des qualités du métier, c'est une certaine résistance à la frustration. Il y a beaucoup de travail qui est fait dans la recherche pour construire petit à petit, pour mettre tous les éléments en place pour le jour où, je sais pas, toutes les planètes s'alignent et là, il se passe un truc qui est vraiment cool, auquel on n'avait pas pensé ou alors qu'on n'avait pas détecté avant, ou des choses comme ça. Et je pense que du coup, être capable un petit peu de s'accrocher et de rester motivé aussi bien en fait dans la recherche que dans les missions annexes qu'il y a autour, la recherche de financement, la communication, la publication des résultats, il y a toujours ce côté, faut avoir le dos dur, quoi. Moi, ce qui m'a le plus servi, mais je pense que c'était quelque chose que j'avais intrinsèquement, c'est rigueur et persévérance. Je pense que c'est deux choses qui sont indispensables quand on veut faire un travail de recherche qui soit de qualité. Et ensuite, il y a une troisième chose, et ça, je le dois plus à l'environnement que j'avais intégré à l'époque où je faisais ma thèse avec notamment Jean-Pierre Sauvage. J'ai un goût très très prononcé pour la lecture de littérature scientifique et de revues techno-économiques. Et en fait, c'est quand même quelque chose qui est essentiel aujourd'hui si on veut avoir une vision par soi-même de la pertinence d'un secteur, de la pertinence d'une technologie par rapport à une autre, etc. Mais il faut avoir une appétence pour la chose, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas. C'est un peu comme un puzzle, il faut savoir apprendre à chercher les pièces pour dessiner le puzzle de soi-même. Mon travail, il ressemble beaucoup au travail d'un chercheur, sauf qu'il est enrichi de plein de choses en plus qu'un chercheur ne regarde pas. Donc par exemple, avant de démarrer un projet, va y avoir des questions financières qui vont beaucoup se poser. Est-ce que ça va être pertinent économiquement ou pas ? Est-ce que ça répond à un besoin ou pas ? Est-ce que j'ai déjà des gens que ça intéresse, potentiellement des clients que ça intéresse et avec lesquels j'ai discuté de ce genre d'opportunités ? Il va y avoir des questions autour, par exemple, de la propriété intellectuelle. Quand on est dans le privé, c'est un gros sujet. Il y a des questions de management d'équipe et de personnes qui se posent assez peu en fait dans le monde académique. Il y a de la gestion aussi au niveau d'une organisation. Comment faire qu'une organisation soit performante, efficace, agréable aussi pour chacun. Voilà. Il y a plein de choses qu'on fait pas, je pense, quand on est chercheur et qu'on peut faire dans l'industrie quand on a un métier comme le mien. Actuellement, qu'est-ce qui vous motive ou vous plaît le plus dans votre métier ? On jouit d'une énorme liberté dans notre travail, aussi bien sur notre organisation au quotidien que sur les activités de recherche qu'on peut mener. Même si c'est un travail qui jouit d'une réputation des fois relativement mauvaise, on entend beaucoup de choses sur les manques de financement, le sous-effectif d'enseignants-chercheurs, sur les heures sup. C'est quand même quelque chose qui est, je pense, quasiment incomparable en termes de flexibilité. On peut travailler sur absolument ce qu'on veut. Et ça, je pense que ne pas avoir en fait de pression de résultats sur une thématique particulière ou sur un domaine précis, ça nous permet aussi d'aller explorer des recoins inattendus. C'est vraiment comme ça en fait que j'ai construit la recherche sur laquelle je suis maintenant. On avait essayé de reproduire des choses qui marchaient pas, on s'est intéressé à pourquoi ça marchait pas, et je sais pas, j'ai tiré le fil, et en fait il a jamais arrêté de se dérouler, et puis on est encore en train de tirer ce fil là, et je pense qu'on peut pas se permettre ça dans tous les métiers, et moi je trouve ça incroyable. C'est la conjonction de différents sujets, c'est de mélanger du technique avec du business, un saupoudrage de propriété intellectuelle, plus une question marché, puis de temps en temps ça va être une question de communication et marketing, voilà. C'est la diversité de ces projets-là qui fait que c'est intéressant. Et c'est intéressant aussi parce qu'on travaille avec des experts de chaque secteur, et voilà, donc c'est peut-être très très pluridisciplinaire, encore bien plus que ce que ne le fait un chercheur, je pense. Au contraire, y a-t-il quelque chose que vous détestez dans votre métier ? Je pense qu'il y a un grand frein à faire des choses bien dans les organisations d'une manière générale, c'est la surpaperasse. Beaucoup de collègues diraient les lourdeurs administratives. Donc, si je devais penser à quelque chose d'un petit peu différent, je dirais que ce que je déteste, c'est peut-être la place que prend l'enseignement supérieur et la recherche dans les priorités gouvernementales de ces dernières années. J'ai vraiment l'impression que le moment où je suis entré, c'est le moment où j'aurais vu peut-être le système à son apogée. Pas son apogée de tous les temps, mais son apogée depuis que moi j'y suis. Et je pense qu'en fait, ça va continuellement aller vers le bas. Et ça, c'est un truc qui est un petit peu déprimant des fois. En fait, on voit que
l'enseignement supérieur et la recherche, c'est très 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 peu pris au sérieux, à part des fois pour mettre en avant 2-3 trucs très très précis. En ce moment ça va être l'IA, dans 5 ans ce sera autre chose, mais la recherche fondamentale, les découvertes sur le temps long, le fait d'éduquer pour quasiment gratuitement des étudiants, de leur offrir une formation par des enseignants-chercheurs à la pointe dans leur domaine et tout. Enfin, je trouve qu'on peut faire des choses fantastiques dans la recherche en France, et on a encore la chance d'avoir des gens motivés, des agents motivés dans le secteur et qui le portent à bout de bras. Et c'est un peu ingrat de voir que c'est une mission qui est très peu soutenue, qui est toujours une variable d'ajustement, qui est toujours de plus en plus coupée, rendue plus difficile. Voilà. C'est un commentaire peut-être un peu plus politique, mais en tout cas, moi, c'est plutôt ça qui m'agace bien plus que les petites difficultés administratives et tout qu'on rencontre dans le métier, qui sont extrêmement pénibles, mais qui découlent aussi en fait un petit peu du fait qu'on a mis le bon fonctionnement de cette institution de côté depuis bien longtemps maintenant, quoi. Si vous deviez changer de métier, ce serait pour lequel ? C'est une question que je me pose vraiment régulièrement, très honnêtement. J'ai toujours pas de réponse. Je pense soit être à la bonne place, et auquel cas, en fait, faut arrêter de se poser la question. et sinon, en fait, je suis ouvert à toute proposition. Moi, je pars un peu du principe que tout est intéressant. Il faut juste mettre le nez dedans. Et on finit par y trouver un intérêt. Excellent, je sais pas. Moi, ce que j'aime bien dans mon boulot, c'est que ça me change pas mal et j'ai des petits pics de motivation quand, je sais pas, on apprend une nouvelle technique, on fait les choses différemment de la façon dont on les faisait avant. Et je sais pas trop ce qui correspondrait à ça. La vraie réponse, c'est je ferai sans doute enseignant-chercheur dans un autre domaine. Moi, je trouverais chouette de revenir à des trucs qui me fascinaient quand j'étais enfant, genre, je sais pas, l'astronomie ou des trucs ultra fondamentaux, un peu plus abstraits et conceptuels. Est-ce que vous pouvez nous citer des personnes ou des faits qui vous ont le plus marqué lors de votre passage à l'université ? On avait, à l'époque où je faisais ma thèse, donc dans le laboratoire de Jean-Pierre Sauvage, il y avait quelqu'un, notamment Jean-Paul Collin. C'était un homme un peu de l'ombre, on va dire, ce qui n'enlève rien à ses compétences. Et il avait une politique de la porte ouverte qui était vraiment très très appréciable. Et quand on est jeune, on a toujours beaucoup d'idées. On prend souvent les choses par le mauvais angle. Et donc lui, il m'a beaucoup appris en m'aidant à penser correctement un problème. Mais tout en douceur, en amenant la réflexion à un niveau que j'avais pas à l'époque. Je peux raconter une petite histoire drôle avec des très très gros guillemets. À un moment où je regardais par curiosité tous les sites web des équipes de recherche de l'université de Strasbourg en chimie. J'étais tombé sur le site web de Jean-Pierre Sauvage et en fait il y avait une section sur son site web où il avait des pages entières de dissertations sur son domaine d'études et surtout c'était illustré par des dessins qu'il avait fait à la main. Et faut voir qu'il est à l'origine de l'émergence d'un domaine de la chimie qui lui a valu de partager un prix Nobel en 2016, qu'on appelle la topologie moléculaire, où le but, c'est faire des liens entre des molécules par des liaisons mécaniques. Et donc, il y avait plein de dessins qui illustraient ce qu'étaient ces molécules, comment on les synthétisait. Je trouvais ça super, en fait. Moi, je pensais pas qu'on pouvait faire ça avec des molécules. Et en fait, au moment de choisir mon sujet de thèse, quand j'avais discuté avec mon futur directeur de thèse à l'époque, il avait un sujet à proposer qui était un peu dans les pas de ces thématiques-là. Ça a été évident pour moi. Avez-vous un conseil à donner aux étudiants ou jeunes diplômés qui suivent le même parcours que vous ? Il faut bien se renseigner sur les personnes avec qui on va travailler. C'est des gens qui, pendant la thèse, devraient vous transmettre plein de choses pour passer de jeunes chercheurs débutants à véritables chercheurs. Il ne faut pas que vous travailliez pour quelqu'un qui a un financement de thèse et qui cherche des mains pour faire des manips au labo. Il faut qu'il vous accompagne, qu'il vous porte. C'est pas facile de faire ça quand on est dans ses études, en fait, de se renseigner sur ces choses-là. Mais parler à des anciens doctorants d'une équipe ou les doctorants actuels d'une équipe, c'est un premier pas, quoi, ou une façon d'avoir une partie de ces informations. Un dernier mot pour conclure ce podcast ? La chose sur laquelle je pourrais réinsister pour terminer, c'est le fait que les carrières de recherche dans l'académique, de façon générale, même si elles sont souvent dépeintes comme étant un petit peu ingrates ou un peu compliquées ou pas très valorisées, je pense que c'est quand même exceptionnel de l'intérieur si on a de la chance de l'intégrer et qu'on est dans un bon environnement. Je pense que si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous qui écoutez le podcast, faut pas hésiter à au moins essayer. Alors à ceux qui font de la chimie, puisqu'on parle de chimie, j'espère que vous y trouvez du plaisir. Si vous y trouvez pas de plaisir, faites autre chose. Voilà. Et donc à tous ceux qui écouteront le podcast, en fait, je vous souhaite de trouver quelque chose qui vous intéresse et vous passionne dans la vie, au travail comme en dehors, voire les deux.
C'était Portrait croisé, un podcast de l'Université de Strasbourg, produit par le réseau Alumni. Retrouvez-nous sur alumni.unistra.fr.